Bonjour et bienvenue dans Hello Tutelle, le podcast Magilis Tutelle pour ceux qui veulent en savoir plus sur la gestion des majeurs vulnérables. Je suis Melvin et aujourd'hui nous allons parler des droits et libertés fondamentales des personnes vulnérables hébergées en établissement. En tant que tuteur familial, vous pouvez être confronté à la mise en établissement du proche que vous protégez. Pour en connaître davantage sur les droits, obligations et libertés fondamentales de vous et de votre proche, écoutez ce podcast jusqu'à la fin. Nous parlerons des établissements d'accueil des personnes âgées, EHPAD, hébergement temporaire, résidence et USLD. Nous évoquerons également les libertés fondamentales des personnes vulnérables hébergées dans ces établissements. Enfin, nous verrons ensemble comment les majeurs vulnérables peuvent exercer leurs droits et comment vous pouvez les aider. Ce podcast vous est proposé par Magilis Tutelle. Dans cette première partie, nous allons nous pencher sur les différents types d'établissements qui accueillent nos aînés, qu'ils soient en situation de handicap ou non. Commençons par les EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, qui sont des maisons médicalisées pour les plus de 60 ans. En France, nous dénombrons environ 45% d'EHPAD publics, 31% d'EHPAD privés à but non lucratif et 24% d'EHPAD privés commercial. Le financement provient en partie du conseil départemental pour les besoins liés à la dépendance et de l'assurance maladie pour les soins en échange d'une qualité de prise en charge optimale. Certains EHPAD, environ un quart d'entre eux, possèdent un PASA, c'est un pôle d'activité de soins adaptés. Il s'agit d'un espace dédié où les résidents atteints de maladies neurodégénératives peuvent passer la journée. 3% des PASA disposent d'une UHR, unité d'hébergement renforcée spécialement aménagée pour les personnes souffrant de ces maladies. Deuxièmement, les résidences autonomie. Les résidences autonomie, autrefois appelées foyers-logement, se composent de logements autonomes ainsi que de services complémentaires. Environ 2/3 d'entre elles sont gérées par les municipalités, la majorité étant publique ou à but non lucratif. Troisièmement, l'unité de soins de longue durée, appelée aussi USLD. Les USLD sont destinés exclusivement aux personnes âgées fortement dépendantes nécessitant une surveillance médicale continue. Elles sont souvent rattachées à un EHPAD ou intégrées dans un service gériatrique hospitalier. Quatrièmement, la résidence-service. En France, environ 600 résidences-services existent. Ce sont des ensembles de logements privés réservés aux personnes âgées autonomes. Les logements sont situés dans des immeubles ou des résidences. Pour garantir leur indépendance et sécurité, ces résidences bénéficient de services tels qu'un maître de maison, des services de ménage, de restauration et des activités. Souvent de haut standing, ces résidences à service sont à but lucratif et les résidents sont locataires ou propriétaires. Cette solution permet à votre proche de préserver son indépendance. Cinquièmement, l'hébergement temporaire. L'hébergement temporaire, dans un EHPAD ou une résidence autonomie, répond aux besoins de votre proche âgé pour une durée limitée. Ce choix d'un séjour de courte durée en établissement temporaire s'applique dans différentes situations. Par exemple, vous avez besoin en tant qu'aidant d'un répit et d'une solution d'hébergement sécurisante pour votre proche sortant d'une hospitalisation, ou alors vous souhaitez proposer à votre proche une première étape avant un séjour permanent. Les EHPAD et les résidences autonomie offrent très souvent des solutions temporaires au sein de leurs établissements. Et pour finir, il y a également l'accueil de jour. L'accueil de jour, tout comme l'hébergement temporaire, apporte un répit aux aidants et favorise l'autonomie des personnes âgées vivant chez elles. Dans des EHPAD et des résidences autonomie, votre proche sera accueilli la journée uniquement dans des espaces dédiés pour participer à des activités, ce qui lui permettra de briser l'isolement. Tous les hébergements listés dans la première partie sont des établissements médico-sociaux donnant des droits particuliers aux personnes qui y sont hébergées. Dans cette deuxième partie, nous découvrirons quels sont ces droits et comment en assurer leur bon exercice. Bien que la mise en place d'une mesure de protection juridique restreigne la capacité d'exercice des droits d'une personne, elle est néanmoins tenue d'assurer la préservation de ses droits individuels et de ses libertés fondamentales. Parmi les droits et libertés les plus essentiels figurent le droit au respect à la vie privée, le droit à être informé de sa situation personnelle,
le droit à prendre des décisions relatives à sa propre protection, la liberté de choisir son lieu de résidence et la liberté de circulation. Tous les droits prévus pour les personnes sous protection légale sont également applicables à toutes les personnes hébergées au sein d'un établissement. Cependant, la différence réside dans le fait que ces droits sont exercés dans le contexte des relations entre l'établissement et la personne hébergée. En pratique, les professionnels de l'établissement doivent toujours chercher le consentement éclairé de la personne lorsque son état de santé le permet. En l'absence de ce consentement et sous certaines conditions, le tuteur familial ou professionnel prendra position à la place de la personne protégée. Les droits fondamentaux des personnes vulnérables sont définis par la loi et s'appliquent à tous les établissements qui accueillent ce public. Nous allons au cours de cette dernière partie d'épisode nous pencher sur les obligations et les devoirs à l'entrée en EHPAD ainsi que tout au long de la prise en charge médicale et médico-sociale. Premièrement, la formalisation contractuelle est une obligation. Cela concerne principalement la manière dont les EHPAD doivent formaliser les droits des résidents, mais cette exigence s'applique aussi à tous les établissements hébergeant des personnes âgées. En d'autres termes, lorsqu'une personne est admise, il est nécessaire de recueillir son consentement quant aux objectifs et à la nature de la prise en charge et de son accompagnement. Pour formaliser ce consentement, un contrat de séjour doit être établi avec la participation du résident ou de son représentant légal, par exemple le tuteur familial, qui sont les seuls signataires autorisés. Les amis ou membres de la famille ne peuvent pas signer à moins d'être désignés protecteurs par le juge des contentieux de la protection. Deuxième obligation, l'entretien avec le directeur de l'établissement. La loi prévoit un entretien avec le futur résident, accompagné ou non d'une personne de confiance, et le directeur de l'établissement, accompagné ou non d'un médecin coordonnateur de l'établissement. Cet entretien vise à informer la personne de ses droits et s'assurer de leur compréhension et à obtenir son consentement. Enfin, le droit à une information claire, compréhensive et adaptée est essentiel. Cela signifie, en d'autres termes, que les résidents doivent recevoir lors de leur admission des documents tels que le livret d'accueil, la charte des droits et libertés des personnes accueillies, le règlement de fonctionnement, ainsi que le contrat de séjour. Lors de la conclusion de ce contrat, le directeur de l'établissement doit informer le résident de ses droits et s'assurer qu'il les comprend. Il est essentiel de rester vigilant, même si de nombreux EHPAD respectent leurs obligations en matière d'information et de contractualisation, certains abus sont remarqués. Maintenant que nous en savons plus sur les obligations lors de l'entrée en établissement, étudions de plus près les prises en charge médicales et médico-sociales à long terme. Pour garantir la protection de ses droits, la personne accueillie a la possibilité de désigner une personne de confiance et de bénéficier d'une mesure de protection. La personne de confiance joue un rôle essentiel dans l'accompagnement médico-social, elle assiste la personne vulnérable dans ses démarches, veille à ce que ses droits soient respectés lors de la prise en charge médico-sociale et l'aide à prendre des décisions importantes. Peut être consultée lorsque le résident rencontre des difficultés pour comprendre ses droits, l'accompagner lors de la conclusion d'un contrat de séjour pour s'assurer de son consentement et proposer des modifications aux conditions d'accueil si nécessaire. Le formulaire de désignation de la personne de confiance doit être intégré aux annexes du contrat de séjour. La personne de confiance peut également jouer un rôle dans le domaine des soins médicaux. Elle peut accompagner le résident lors de ses rendez-vous médicaux, l'aider à faire valoir ses droits et favoriser sa participation aux décisions médicales. Si le proche ne peut plus s'exprimer, le médecin peut la consulter. Il est important de noter que la protection des droits et libertés fondamentales de la personne protégée hébergée ne peut être exercée que si le protecteur familial a reçu la mission de protection de la part du juge des contentieux de la protection. Les missions du protecteur familial incluent la préservation des droits fondamentaux, le respect des conditions de vie dignes, la garantie de l'intégrité physique, du bien-être et de la sécurité de la personne protégée. Si une personne de confiance est désignée avant la mesure de protection, le juge doit décider si elle peut maintenir son rôle ou non. En l'absence de désignation préalable, en cas de tutelle ou curatelle, la personne de confiance sera le tuteur familial. Pour mener à bien vos obligations administratives en tant que tuteur familial, Magilis Tutelle vous propose un logiciel en ligne gratuit, vous permettant de saisir dans l'outil toutes les données de votre protégé et ses informations financières afin d'obtenir le calcul et l'édition du compte-rendu de gestion à remettre aux autorités compétentes. Une version premium vous permettra aussi de générer un budget ainsi que des inventaires.
Magélis Tutelle est un outil simple et intuitif conçu pour les tuteurs familiaux qui vous permet de rester à jour et organisé. Merci d'avoir écouté ce podcast sur les droits et libertés des majeurs vulnérables hébergés. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes de Hello Tutelle sur la page Facebook ou LinkedIn de Magélis Tutelle. D'ici là, nous nous retrouverons comme à chaque fois le premier jeudi du mois à 10h pour un nouvel épisode de Hello Tutelle. À bientôt.